Bientôt 14 h sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez cet après-midi dans Non-Stop. On va passer avec vous 3 heures ensemble cet après-midi. Bonjour à tous. Bonjour Loïc. Bonjour Fanny. Bonjour à tous. Bernard Tapie et son épouse violentée cette nuit. C'est un cambriolage à leur domicile qui a mal tourné. Image en direct. 4 malfaiteurs les ont molestés, ligotés. Lui-même a reçu un coup de matraque. Son épouse a été hospitalisée. On sera sur place avec Antoine Forestier. Tous les détails en plateau avec Mélanie Bertrand. Top départ de la généralisation des mesures de freinage de l'épidémie Covid-19. Après 19 premiers départements, c'est aujourd'hui qu'elles s'étendent à toute la métropole. 4 semaines sous cloche pour un début de sortie de crise sanitaire qu'Emmanuel Macron espère pour la mi-mai. On en parle sur ce plateau dans un instant avec Anne-Sora Dubois du service politique BFM TV. Partager les vaccins avec les pays les plus pauvres et surmonter les retards dans la distribution. C'est l'appel du pape François dans son traditionnel message de Pâques. Les messes ont bien eu lieu depuis ce matin, contrairement à l'an passé. La dernière information qu'on peut vous donner, c'est le coup de fil du président de la République à Bernard Tapie. C'est une information BFM TV après ce qu'il s'est passé cette nuit à son domicile. Des cambrioleurs se sont introduits là où il habite avec son épouse en Seine-et-Marne avec une grande violence. Antoine Forestier, c'est là que vous vous trouvez devant leur domicile. Bernard Tapie et sa femme étaient présents et les choses ont mal tourné. Oui, les faits se sont produits aux alentours de minuit et demi. 4 personnes se sont introduites dans le domicile de Bernard Tapie et de sa femme. Ils sont passés par l'arrière du bâtiment, s'introduisant par une fenêtre. Le couple était en train de dormir. Ils ont été molestés et Bernard Tapie a notamment reçu un coup de matraque à la tête. Selon les premiers éléments de l'enquête, les voleurs sont repartis avec des bijoux et des montres. Dominique Tapie a pu alerter les secours en se réfugiant chez une voisine. L'alarme du domicile a également sonné, ce qui a permis de prévenir la police. Bernard Tapie qui n'a pas souhaité être transporté à l'hôpital. En revanche, sa femme a été hospitalisée ce matin à l'hôpital de Fontainebleau. La police judiciaire de Versailles a été saisie de l'enquête. Le parquet de Melun ouvre une enquête et les policiers, une policière ce matin nous a dit qu'après s'être entretenu avec Bernard Tapie et sa femme, il avait décidé de ne pas s'exprimer face aux journalistes présents ici ce matin ainsi que son entourage. Ils sont actuellement au repos dans leur domicile. Merci Antoine Forestier avec Bruno Ferraud. On continuera évidemment de suivre cette actualité aujourd'hui. Et puis le maire de Comble-la-Ville, un ami des proches du couple Tapie, décrit après avoir échangé avec eux des violences innommables subies par Dominique et Bernard Tapie, ainsi que leur état de choc. Ont été réveillés en pleine nuit à 2 h du matin par 4 individus qui s'en sont pris à eux avec une extrême violence, qui les ont frappés, qui les ont ligotés, qui elle a été tirée par les cheveux parce que bien évidemment il y avait un trésor quelque part, il fallait le trouver. Or il n'y a pas de trésor. Bon, et je crois que leur violence était d'autant plus forte qu'ils n'obtenaient rien parce que il n'y avait globalement pas grand-chose à prendre. Et donc, je posais la question à Dominique Tapie de savoir combien de temps ils étaient restés. Elle me dit que le temps semble très long et qu'elle ne peut pas le dire. À prendre des coups, à être traînée comme elle l'a été, à avoir son mari frappé comme il l'a été, c'est interminable. Je viens de les voir, c'est impensable, c'est honteux. Alors... non seulement parce que Bernard Tapie, on le sait, est quand même un petit peu fatigué par la maladie et par les traitements qu'il subit, mais en plus, à 4 la nuit contre 2, faire subir le traitement avec les résultats très visibles que l'on voit là, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom, c'est une extrême violence, voilà ce que dit le maire de la commune, Mélanie Bertrand. Comment les secours ont-ils été appelés ? En fait, c'est la femme de Bernard Tapie, Dominique Tapie, qui a réussi à se défaire de ses liens parce que le couple avait été ligoté avec des câbles électriques. Elle réussit à défaire ses liens et aller se réfugier chez une voisine qui alerte tout de suite les secours. Et il y a aussi eu l'alarme du domicile qui s'est déclenchée et qui a permis aux policiers d'être alertés. Ce sont les pompiers qui sont arrivés sur place très rapidement, suivis de la police, pour prendre en charge le couple Tapie. Mélanie, une enquête est en cours. Comment se déroule-t-elle actuellement ? Elle se déroule en 2 temps qui sont concomitants, bien sûr. D'abord, il y a la police
technique et scientifique qui est arrivé très rapidement sur place pour faire toutes les constatations, voir s'il y a de l'ADN qui peut être relevé sur des objets qu'auraient pu toucher les malfaiteurs, sur des affaires qu'ils auraient pu laisser derrière eux. Et puis il y a aussi un gros travail d'audition, bien sûr, du couple Tapie, des victimes dans cette affaire, pour voir s'ils ont, déjà qu'ils fassent le récit précis de cette agression, voir s'ils ont pu noter des détails concernant les cambrioleurs, des accents, des types de vêtements, des carrures, qu'ils puissent donner le maximum d'éléments. Il y a ensuite l'exploitation des caméras de vidéosurveillance. Tout ça est fait en même temps parce que les enquêteurs de la PJ de Versailles sont dessus depuis ce matin très tôt. Molesté, ligoté, Bernard Tapie, vous le savez aussi, souffre d'un double cancer depuis 4 ans maintenant, qui l'affaiblit déjà énormément. On rappelle aussi leurs âges respectifs, 78 ans pour lui, 70 pour elle. C'est tout simplement le coup de trop pour leurs amis. C'est une horreur absolue. Et on peut dire que pour ce couple qui est tellement martyrisé par ailleurs, et d'abord par une justice aveugle, c'est vraiment le coup de trop. Je pense que Bernard doit être dans tous ses états. Ce qui compte le plus au monde, c'est sa femme et ses enfants. Savoir qu'elle a été sous ses yeux violentée comme elle l'a été. Je pense que c'est insupportable pour lui. Mais c'est un fighter. Il se redressera comme il se redresse à chaque fois, hein, tomber 10 fois et relever en soi. Surtout que c'est un très mauvais moment pour lui parce qu'il attend son procès, son injuste procès, et il se focalise là-dessus. Et comme de même qu'il a finalement son honneur a été reconnu quand il a été acquitté, il atteint un deuxième acquittement qui pour lui est le plus important de sa vie. Bernard Tapie est un fighter, un battant, selon les mots de Jacques Séguéla. Mélanie Bertrand, on a vu cette agression, elle est évidemment violente, et dans un contexte, on le rappelle, donc de santé très fragile de Bernard Tapie. Oui, parce qu'on le sait, depuis 2017 maintenant, Bernard Tapie, il se bat contre un double cancer, à la fois de l'estomac et de l'ésophage, avec des grandes périodes où on l'a vu très affaibli. Il devait être rejugé en octobre pour un procès en appel dans l'affaire Adidas, pour lequel il avait été relaxé en première instance, mais son état de santé était faible, si faible que ses avocats avaient demandé un renvoi. Ce renvoi, il doit avoir lieu en principe dans 1 mois. Il a été fixé au 10 mai prochain. On verra si l'agression de cette nuit nécessite que ses avocats demandent un nouveau renvoi. Mais effectivement, cette agression intervient sur un homme de 78 ans qui est déjà très malade. Merci beaucoup Mélanie Bertrand du service police-justice de BFM TV qui nous fait parvenir également cette information en bref. À Béziers, 5 femmes ont été interpellées la nuit dernière par crainte d'une action violente imminente. Dans les faits, une seule intéressait les enquêteurs de la DGSI. Elle a 18 ans, jamais condamnée pour terrorisme. Sur place, les policiers ont découvert des produits pouvant entrer dans la composition d'explosifs. Tout ça est en cours d'exploitation encore, mais pas d'armes. Les 5 femmes, en tout cas, sont en garde à vue et une enquête du parquet national antiterroriste a été ouverte pour association de malfaiteurs terroristes. Dans l'actualité également, ce dimanche marque la première journée de renforcement des mesures sanitaires généralisées à toute la métropole française. 4 semaines de mise sous cloche depuis 6 heures du matin, malgré une tolérance accordée par les autorités dans les déplacements jusqu'à lundi soir. Anaïs Kroutz, on vous retrouve pour BFM TV à Poitiers. Pour que tout le monde soit bien au clair avec ces nouvelles règles, qu'est-ce qu'il faut appliquer désormais, donc depuis ce matin, 6 heures en métropole comme règle ? Eh bien, fini le shopping en boutique puisque les commerces non essentiels ont donc baissé le rideau depuis hier soir 19h dans toute la France. À partir de la semaine prochaine, eh bien, ce seront au tour des établissements scolaires de fermer leurs portes pendant au moins 3 semaines. Et enfin, les déplacements sont limités sur l'ensemble du territoire. En clair, tout va dépendre de votre destination, vos horaires ou vos motifs. En clair, en journée, avant 19h et dans un périmètre de 10 km, eh bien, vous pourrez circuler librement avec un justificatif de domicile. En revanche, après 19h ou encore au-delà des 10 km, si vous voulez vous rendre dans le département voisin, par exemple, eh bien, il faudra être muni de la nouvelle attestation dérogatoire qui a été mise en ligne hier soir sur le site du ministère de l'Intérieur. Une attestation simplifiée avec 8 justifications possibles, comme un déplacement professionnel pour se rendre à son travail, par exemple, ou encore se déplacer pour aller faire garder ses enfants. Alors, si vous n'avez pas tout retenu, sachez qu'une tolérance sera appliquée durant tout le week-end de Pâques jusqu'à lundi soir. De quoi s'organiser pour ce nouveau confinement qui va durer au moins tout le mois d'avril. Anaïs, c'est moi ou il n'y a personne derrière vous? Comment ces règles sont assimilées à Poitiers où vous vous trouvez?
Alors on a croisé quand même un petit peu de monde ce matin, des Poitevins qui sont venus prendre l'air, profiter du soleil. Et vous allez le voir, pour ceux que nous avons interrogés avec Alexia Ferré, bien tout n'était pas très clair. Écoutez-les. Je regarde ce qui me préoccupe moi par rapport à comment on fait pour sortir, à quelle heure et tout. Mais j'avoue que les règles dans le détail, je ne vais pas forcément chercher dans le détail parce qu'en fait ça me déprime un petit peu quoi, d'aller voir tout ça, de me dire tout ce qui se passe autour. Donc j'essaie de rester un peu dans ma bulle pour éviter de trop déprimer quoi. Pour moi ça sert à rien complètement. Là ça fait 1 an qu'on est dans ce problème de Covid. Pour moi il faut vivre avec. On est tous un petit peu dans le vague, donc on en a ras-le-bol, ça c'est sûr. Mais bon, on essaie de tenir le coup le mieux possible. En tout cas, même si les avis sont très partagés sur l'utilité de ces mesures 1 an après le premier confinement, eh bien tous espèrent pouvoir revenir à un semblant de vie normale à l'issue de ces 4 semaines. Merci Anaïs Kroutz avec Alexia Ferré à Poitiers où donc depuis ce matin les nouvelles mesures sanitaires sont appliquées comme sur tout l'ensemble du territoire français. Plus possible d'acheter de l'alcool à emporter en région parisienne. La vente est désormais interdite. C'est l'une des nouvelles mesures de freinage pour éviter ces rassemblements trop nombreux. Et ça ne se passe pas franchement bien chez tout le monde, vous allez le voir. Jordan Ray, Adrien Portron et Frédéric Leclerimoff. Servir de l'alcool à ses clients, depuis ce comptoir improvisé devant son établissement, ce serveur ne peut plus le faire. Car depuis ce matin, la vente à emporter de boissons alcoolisées par les bars et restaurants est interdite en Île-de-France. La consommation d'alcool sur la voie publique est-elle désormais interdite partout en France ? Pour certains Parisiens, cette nouvelle restriction pose question. Je pense que le problème est plutôt ailleurs, c'est que les gens qui se retrouvent à la maison à plusieurs, où c'est plus risqué, je ne sais pas, je ne suis pas sûr si c'est une mesure efficace. Je trouve que ça n'a pas trop de sens parce que si on est au bout de canal, on boit un jus d'orange, on boit de la bière, ça change rien fondamentalement. Dans un communiqué, la préfecture de police de Paris détaille tout de même un point. La vente d'alcool reste possible en accompagnement de la vente d'un repas à emporter. La mesure est donc symbolique et vise à éviter tout rassemblement. On a vu ces jours derniers, en particulier le week-end dernier, que les gens se regroupaient à l'aplomb de ces commerces dans lesquels se produisaient ces consommations. Une mesure qui vient tout de même impacter une nouvelle fois les commerçants. Les gens profitent du beau temps et nous on a la chance d'être dans un cadre agréable. Donc ça représente la vente à emporter d'alcool, ça représente je pense plus de 50% du chiffre d'affaires de ce qu'on fait en ce moment. Si on arrête de vendre vraiment de l'alcool, c'est pas dit qu'on puisse continuer et que ce soit intéressant de rester ouvert. Pour veiller au respect des règles sanitaires, 6600 policiers et gendarmes sont déployés en Île-de-France ce week-end. On va en parler avec notre invité Imad Kanso. Bonjour, vous êtes infectiologue à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart dans les Hauts-de-Seine. Est-ce qu'avec toutes ces restrictions, on peut enfin espérer voir un changement, des conséquences sur la courbe? On a quand même des chiffres qui nous montrent que dans les départements confinés, entre guillemets, depuis le 20 mars, le taux de positivité est enfin à la baisse. Oui, bien sûr. Tout ça, ça peut avoir des effets très positifs à condition que les gens adhèrent. Il ne suffit pas de donner des directives, il ne suffit pas de donner des restrictions. Encore faut-il que ces restrictions aient un effet et que les gens les appliquent. Donc, il suffit d'une poignée de personnes, d'individus qui ne respectent pas pour que justement ça flambe ou ça s'entretienne le taux de contamination au sein de la population. Donc là, on a bien vu qu'il y a eu effectivement un relâchement de la part de personnes par rapport au week-end pascal, parce que justement c'était le départ encore d'un confinement soi-disant un peu plus strict, mais encore une fois, tout est dans les mots et tout est dans la conception et l'adhésion à ces mesures-là. Les gens vont comprendre mot à mot ou des directives ou vont adapter à la carte leur propre mode d'action. Donc on sait, 1 an après le début de la pandémie, comment faire, comment adapter ces mesures barrières au sein de notre foyer familial et autour de nos amis. Et donc, on peut l'appliquer, on peut le faire. Mais j'insiste beaucoup, oui, c'est positif. Oui, on commence à voir des effets dans les régions où le respect des règles se fait et fonctionne. Donc, nous osons espérer que ces mesures pourront nous donner des effets positifs d'ici une semaine, 2 semaines.
attention, il y a quand même cet effet de ce week-end qui pourra empiéter un peu sur la vitesse de la descente des entrées en hospitalisation et donc en réanimation. Oui, parce qu'on le rappelle, Olivier Véran déclarait que le pic de ces contaminations, de cette courbe, pourrait être atteint la semaine prochaine. Dans l'hypothèse la plus optimiste, où tous les Français respecteraient, appliqueraient ces nouvelles règles et les gestes barrières, on pourrait atteindre ce pic la semaine prochaine et voir ensuite une décrue de la courbe ? Absolument, il se base sur les prévisions des épidémiologistes, mais confrères épidémiologistes qui font évidemment des calculs assez poussés, avec des méthodes de statistiques assez poussées également et très importantes. Donc oui, il se base là-dessus, mais j'insiste beaucoup sur le fait, sans être alarmiste, que de toute façon, ça fait déjà plus d'une semaine que ces mesures commençaient à se mettre en place et que malheureusement, encore une fois, tout le monde n'intégrait pas ou ne souhaitait pas forcément intégrer ces mesures. Donc, ces mesures barrières que nous connaissons doivent être appliquées par chacun des individus avant même qu'on puisse être vacciné et que la population, le niveau de taux de vaccination atteigne un nombre important de personnes, au-delà de 60%, pour dire un chiffre relativement réaliste. Imad Kanso, restez avec nous. Justement, on a des questions à vous poser sur la vaccination dans un instant. Mais d'abord, puisqu'on parle des restrictions, elles doivent durer normalement 4 semaines. C'est ce qu'a annoncé le président de la République avec la promesse de réouverture à la mi-mai. Est-ce que c'est un horizon vraiment réaliste ? Il y a certains spécialistes qui expliquent que non. Et on sent déjà aussi une certaine réserve au sein du gouvernement. On est toujours obligé d'avoir un adverbe de prudence depuis le début de cette crise, donc, mais c'est une petite prudence, si je peux dire. Nous nous programmons vraiment pour rentrer le 26 pour les élèves des écoles primaires et le 3 pour ceux de l'enseignement secondaire physiquement, étant bien entendu que ceux de l'enseignement secondaire, dès le 26, auront de l'enseignement à distance aussi. En plateau avec nous, Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV. Il n'y a pas que Jean-Michel Blanquer qui soit assez prudent, va-t-on dire. D'autres membres du gouvernement ont aussi exprimé leurs réserves aujourd'hui. Oui, depuis ce matin, effectivement, et tout portait précisément sur ce fameux adverbe que vous avez utilisé, le fameux « normalement », qui est un peu un équivalent du « à ce stade », la version sémantique politique. La question qui avait été posée à Jean-Michel Blanquer, ministre donc de l'Éducation nationale, c'est la date de retour à l'école sera-t-elle tenue ? Il a répondu « normalement ». On lui a reposé la question « normalement ». Et c'est là qu'il a rajouté effectivement « normalement ». Il faut toujours rajouter cet adverbe de prudence. Au même moment d'ailleurs, Bruno Le Maire, ministre de l'économie au grand jury, lui aussi interrogé sur cet horizon de 4 semaines. Est-ce que ça ne va durer que 4 semaines ? Réponse de Bruno Le Maire, je ne prendrai pas d'engagement sur le calendrier, mais oui, on sait que c'est une question de semaine. Vous voyez bien cette difficulté, en tout cas, de valider et de dire spécifiquement, de verbaliser cet horizon des 4 semaines. Alors on comprend pourquoi il y a une prudence légitime et naturelle de la part du gouvernement. Souvenez-vous du premier confinement, il a été prolongé 2 fois en réalité. Et puis surtout, étant donné l'horizon extrêmement mouvant de la pandémie avec les variants et également aussi l'influence du comportement de certains Français, l'émergence d'autres variants, il peut toujours y avoir des évolutions dans la façon dont les épidémiologistes perçoivent l'évolution des courbes et surtout le gouvernement ne veut pas se dédire. C'est surtout ça la première prudence. C'est toujours un peu la quadrature du cercle, essayer de donner des perspectives et en même temps surtout ne pas avoir à un moment ou à un autre à dire qu'on s'est trompé. Et puis surtout si on regarde, si on écoute les propos qui ont été tenus par un autre ministre, le ministre de la Santé précisément, Olivier Véran, lui il dit aussi que le pic des contaminations devrait être atteint la semaine prochaine. En revanche le pic des réanimations, puisqu'on sait qu'il y a toujours un décalage entre le moment de la contamination et le moment de l'arrivée en réanimation, et bien le pic des réanimations, il devrait être atteint fin avril avec un seuil de 10 000 patients en réanimation, soit 3 jours avant la rentrée des classes qui a été fixée par le gouvernement. On sait que traditionnellement, évidemment, on ne rouvre pas la totalité du pays au moment précis où on atteint le pic en réanimation. Il faut toujours attendre de voir si la décrue se confirme bien. On comprend mieux la prudence dans la voix de ces ministres. Prudence également parce qu'il y a un paramètre et pas des moindres qui rentre en jeu, c'est celui des vaccins. Il en a été question au Vatican à la mi-journée dans le traditionnel message de Pâques, Urbi et Torbi du pape François. Blandine Hugonnet, vous êtes notre correspondante à Rome. Le souverain pontife appelle à partager les vaccins avec les pays les plus pauvres et au plus vite.
Absolument, le pape François qui a lancé cet appel fort à l'action en faveur des vaccins, appel adressé aux dirigeants du monde entier, un appel pour que les nations se mobilisent ensemble dans cette campagne de vaccination contre le Covid-19. Le pape François qui estime que les vaccins constituent un instrument essentiel pour cette lutte contre la pandémie, a-t-il dit, dans l'esprit d'un internationalisme des vaccins. Il exhorte donc toute la communauté internationale à un engagement partagé, ce sont ses mots. Il appelle à surmonter les retards de leur distribution et à favoriser leur partage, notamment avec les pays les plus pauvres. Le pape François qui lance aussi un appel, un message d'espérance en ce dimanche de Pâques pour toutes les catégories qui ont été touchées, frappées par cette pandémie et les restrictions qui vont avec, les malades, les soignants, les plus démunis, ceux qui ont perdu un emploi et les jeunes également, alors que la pandémie court toujours encore, a dit le pape François, et la crise sociale et économique est encore très lourde. Ce sont aussi ces mots. Voilà son message pour cette Pâques 2020, partager les vaccins avec les pays les plus pauvres. Merci Blandine Hugonnet depuis Rome en direct pour BFM TV avec ce message donc de partage des vaccins et cette question comment continuer d'accélérer dans cette course contre le Covid alors que l'exécutif répète que tout le monde est déjà pleinement mobilisé. Eh bien les militaires viennent eux aussi donner un coup de pouce, intensifier la campagne de vaccination. C'est ce qu'a annoncé, vous le voyez, la ministre des Armées. Dès mardi, nous déploierons des centres militaires de vaccination dans 7 hôpitaux d'instruction des armées. Merci au service de santé des armées pour son engagement, 7 sur 8 hôpitaux au total. La ministre des Armées, Florence Parly, a demandé aux armées de se mettre en ordre de bataille pour intensifier encore la campagne de vaccination que nous avions déjà commencé au mois de janvier. Donc très concrètement, au sein de 7 hôpitaux militaires répartis partout sur le territoire, nous allons déployer des centres militaires de vaccination et nous serons donc capables de vacciner à terme 1000 personnes par jour et par hôpital. Donc concrètement, ce seront 50 000 Français qui seront vaccinés chaque semaine par des militaires du service de santé des armées. Et face à ça, il reste des inquiétudes qui persistent chez certains autour du vaccin. Imad Kanso, on aimerait avoir vos explications. Il y a le cas, on en a beaucoup parlé, du président argentin qui a été vacciné au Sputnik V il y a 3 mois, qui est de nouveau positif. Ça arrive aussi chez nous, notamment des résidents d'EHPAD vaccinés à Biscarrosse ou encore dans le Bas-Rhin. Alors la bonne nouvelle, c'est quand même qu'aucun ne présente des cas graves. Mais c'est normal cette situation. Oui, c'est absolument normal. En fait, quand on parle de pourcentage d'efficacité d'un vaccin, c'est justement le pourcentage de personnes qui vont développer des anticorps et qui vont développer une réponse donc contre l'infection. Mais il reste quand même un pourcentage de personnes qui vont pas répondre correctement, qui vont même avoir une réponse carrément nulle contre le vaccin ou contre l'infection. Ce qui veut dire que nous avons eu beaucoup de chance avec ces vaccins récemment développés contre la Covid, puisque ce sont des vaccins qui ont une très très grande efficacité. Je tiens à vous rappeler que l'efficacité des vaccins, ceux qu'on connaît depuis quand même pas mal d'années, est quand même bien moindre que l'efficacité des vaccins ARN messagers qui ont été développés contre la Covid-19, comme le Pfizer ou le Moderna. Donc, oui, c'est totalement normal, il ne faut pas s'inquiéter. Ce qui est intéressant, c'est que malgré la possibilité d'une infection naturelle, cette infection est donc moins importante en termes de symptômes et de pathologie et que les personnes doivent être rassurées. Mais il existe des personnes dites non répondeurs ou faiblement répondeurs par rapport aux vaccinations. Donc il ne faut pas s'inquiéter, ça fait partie des statistiques et c'est une situation strictement normale. Et ça dépend aussi du moment où on a été vacciné, parce qu'il faut bien compter, les premières semaines de post-vaccination sont des semaines où on commence à produire une réponse immunitaire pour se défendre, mais cette réponse, elle peut ne pas être efficace dans les 3 premières semaines de la première dose, voire dans la première semaine, deuxième semaine de la deuxième dose. Donc, ça dépend des personnes et on est là dans des phénomènes totalement statistiques et parfaitement connus et normaux. Donc des réactions qui sont normales, en tout cas qui sont prises en compte dans les taux d'efficacité de ces vaccins. Une vaccination dont l'exécutif souhaite encore accélérer le rythme avec notamment, on le disait, la participation maintenant des personnels militaires dans les hôpitaux militaires. Ça aussi c'est une bonne chose pour arriver à atteindre un rythme de vaccination constant et atteindre ces objectifs de l'été avec la moitié des adultes français vaccinés.
Alors ça, cette bonne volonté existe dès le début, et pas qu'au sein des militaires. C'est une très bonne chose. Je ne vais pas évidemment aller à l'encontre, bien au contraire. Donc non, toutes les bonnes volontés, tout le personnel, les élus locaux, les médecins, le personnel de santé et non médical qui se sont mobilisés, il faut le reconnaître, ils sont prêts à se mobiliser. Vous avez entendu dire exactement qu'il y a aussi des personnes qui ont monté des vaccinodromes, mais qui attendent des milliers de personnes et qui n'ont pas de dose. Donc, tout ça va dépendre maintenant, pour que ça se mette en route correctement et à la vitesse de croisière, qu'on dispose des doses qui doivent être fournies par les laboratoires. Donc, on a cette contrainte encore qui reste un peu aléatoire, malgré la promesse de certains laboratoires de fournir effectivement des doses. Donc j'ose espérer, mais tout le monde, les Français, le gouvernement, les médecins, les pharmaciens, les vétérinaires, tout le monde, et donc maintenant les militaires qui s'associent à nous comme les pompiers, attendent de ça. Voilà. Merci beaucoup Imad Kanso pour ces explications. Alors, pour tenter de gagner du temps dans cette course, ou plutôt des lits en réanimation avant que le gros de la population soit vacciné, une des mesures qui a été annoncée par le président, c'est la fermeture des établissements scolaires dès cette semaine. Les vacances, elles seront harmonisées, mais avant les vacances, il y aura une semaine quand même d'école à la maison. Comment ça se passe? C'est parfois pas facile. Reportage d'Adrien Portron avec Jérémy Père, Baptiste Keita, Antoine Forestier et François Luce. Concentrée, Angela, enseignante en CM2, règle les derniers détails. Alors, j'ai préparé des plans de travail pour 2 élèves qui sont en très grande difficulté dans ma classe. Un plan de travail avec tous les devoirs pour la semaine prochaine. Car dès mardi, les élèves vont devoir étudier à la maison. Alors, cette enseignante s'affaire à préparer des dossiers personnalisés. J'essaye de faire des petites annotations pour que l'élève s'en sorte le mieux possible, qu'il réussisse à être autonome. Dans cette école, la totalité des exercices sont sur papier, pour éviter toute disparité numérique entre les élèves. Une préparation importante, mais nécessaire pour la rectrice de Versailles. C'est ça les enjeux, c'est permettre à tous, et y compris à ceux qui sont plus en difficulté, d'avoir un enseignement à distance et une continuité de bonne qualité. Autre lieu et autre stratégie. Dans cette école d'Asnières-sur-Seine, c'est distribution d'outils numériques pour les élèves. Alors tu es venu chercher ta tablette pour l'école à la maison. À l'initiative de la mairie, ces tablettes sont allouées aux écoliers qui ne disposent pas de matériel informatique. L'idée émerveille enfants et parents. Je ne vais pas rester à rien faire à la maison. Comme ça, je vais apprendre de nouvelles choses. C'est très important parce que ça va être très très utile. Vu que le dernier confinement, on avait 2 ordinateurs pour 4 personnes. Faire travailler les enfants à tour de rôle, c'était pas très pratique. Au total, 200 tablettes ont été mises à disposition dans les écoles publiques de la ville. 14h27, restez avec nous dans un instant. Nous proposons notre long format Poutine, l'arme du poison, un reportage de nos équipes Ligne Rouge sur le président russe qualifié par son homologue américain de tueur après l'empoisonnement supposé de son opposant Alexei Navalny. A tout de suite.